Et si on parlait de la théorie de l'évolution? Au programme aujourd'hui, de quoi saisir la taille vertigineuse de l'arbre du vivant, les aspects les plus souvent mal compris de la théorie de l'évolution, quelques-unes de ses curiosités, et même de magnifiques simulations informatiques reproduisant l'émergence spontanée de formes de vie complexes. Commençons par rappeler le mécanisme central de la théorie de l'évolution, qui fait intervenir trois ingrédients fondamentaux. La reproduction avec hérédité, c'est-à-dire la capacité des individus à créer d'autres individus partageant leurs traits physiques et leurs comportements, la variation de ces traits entre une génération et la suivante, et la sélection naturelle, autrement dit le filtre dictant quels individus auront la chance de continuer ces étapes de reproduction et quels autres vont s'éteindre sans descendance. Selon la théorie de l'évolution, c'est l'application de ces trois étapes de reproduction, variation et sélection de manière répétée sur un très grand nombre de générations qui va être responsable des adaptations du vivant, parfois de sa complexification et de la diversification des formes de vie. Cette théorie décrit donc la dynamique du vivant, mais ne traite pas de son apparition. Pour ce point-ci, on parle d'abiogénèse, ce qu'on a vu ensemble dans un autre épisode. Avant de détailler les mécanismes de l'évolution, et par exemple aborder le rôle du hasard, prenons un instant pour saisir les ordres de grandeur. La théorie de l'évolution implique l'existence d'un arbre généalogique immense reliant tous les individus existants ou ayant existé, le tout partant d'un individu ancêtre commun, Lucas, pour Last Universal Common Ancestor, exhibant déjà ces trois aspects fondamentaux de réplication, de variation et de sélection. Si on traçait cet arbre généalogique en entier sur une feuille de papier, quelle devrait être, selon vous, la taille de cette feuille? Pour répondre à cette question, il nous faut une estimation du nombre de générations de Lucas à nos jours et une estimation du nombre d'organismes vivants à un instant donné. Voici la chronologie de l'histoire du vivant. Le processus de la vie trouve son origine il y a environ 3,8 milliards d'années. Pendant un peu moins de 2 milliards d'années, la vie va rester unicellulaire, c'est-à-dire que les individus sont composés d'une seule cellule. Les premiers organismes pluricellulaires apparaissent il y a environ 2,1 milliards d'années. On peut noter un peu plus tard l'apparition de la reproduction sexuée, nécessitant donc deux individus, ce qui commence à ressembler à la vue intuitive qu'on a de la vie. Il y a 500 millions d'années, c'est l'explosion du Cambrien, un moment où on a constaté une très rapide et très importante diversification du vivant. On parle d'une augmentation des types différents de formes de vie, pas nécessairement d'une augmentation du nombre d'individus. Pour avoir une estimation du nombre d'organismes vivants à un instant donné, on peut commencer par regarder ce qu'on sait de la biomasse à notre époque, c'est-à-dire de la masse totale des individus des différentes espèces. Voici la biomasse humaine, assez insignifiante à côté de celle des arthropodes, c'est-à-dire le groupe incluant, entre autres, les insectes et les crustacés. Voici celle des poissons, celle des mollusques, incluant les coquillages, et celle des annelides, c'est-à-dire les vers présentant des segments. Voici les animaux d'élevage, les nématodes, un autre type de vers, et enfin les mammifères sauvages et les oiseaux sauvages. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ce sont ces deux gros cubes gris, avec en haut notre biomasse humaine. Et comme vous pouvez le voir, tout ceci est insignifiant à côté de la biomasse des plantes, mais aussi de celle des bactéries, des champignons, des protistes et des archées, deux types d'organismes unicellulaires. Pour tracer un arbre généalogique qui nous soit intuitif, on peut se restreindre à la partie animale de l'évolution, nos deux gros cubes gris, dont on peut décider de placer les origines au moment où on a reproduction sexuée et organismes pluricellulaires, il y a un peu plus de 1 milliard d'années. Autrement dit, on se place sur une période qui couvre environ 1 milliard de générations, en prenant la modeste approximation d'une génération tous les ans. En nombre d'individus, une estimation basse de ce que représentent ces deux gros cubes gris de la biomasse animale actuelle est de l'ordre du milliard de milliards d'individus. Ainsi, si sur une feuille de papier A4, vous placez 10 individus par ligne et 10 générations, il vous faudrait, pour représenter cette partie animale de l'arbre du vivant, une feuille faisant 3 fois la planète Terre de hauteur et 1 milliard de fois plus large qu'elle n'est haute. Et ça, c'était uniquement pour la petite partie animale, qui prend son temps d'une génération à la suivante, et dont le nombre d'individus est encore assez modeste. Mais si on incluait vraiment tous les organismes, y compris la partie unicellulaire, avec des milliards de fois plus de représentants et des milliers de fois plus de générations,
La taille de cette feuille de papier représentant l'arbre généalogique de Lucas à notre époque dépasse vraiment l'entendement humain. Mais cet arbre généalogique existe bel et bien. On peut le visualiser d'une manière plus compacte en ne cherchant plus à représenter chaque individu, mais en représentant leur famille, leur espèce, et uniquement les branches les plus grosses. Sur ce diagramme, le temps qui passe part du centre, et le cercle le plus externe représente notre époque actuelle avec, selon les estimations, des millions d'espèces différentes. On peut y reconnaître les groupes les plus importants d'organismes, comme les plantes, les arthropodes, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, et on peut aussi y voir quelques événements majeurs, comme l'explosion du Cambrien, ici, durant laquelle l'arbre du vivant gagne rapidement beaucoup de branches, mais également la grande extinction des dinosaures, ici, qui se traduit par une tragique coupe de cheveux dans l'arbre des espèces. Vous pouvez constater, en cherchant en détail, que beaucoup des branches de cet arbre se sont révélées être des impasses pour le vivant. On estime que les espèces actuelles représentent bien moins de 1% des espèces ayant un jour existé sur Terre. Bien comprendre l'arbre du vivant, c'est le considérer au premier degré. Vous pouvez prendre un animal au hasard dans la nature, disons une grenouille, et une en particulier, remonter son arbre généalogique et avoir la certitude qu'à un moment donné, un de ses arrière-arrière-grands-parents sera également le vôtre. Entre vous et une grenouille, il faudrait remonter environ 100 millions de générations, il y a environ 350 millions d'années, et votre 100 millionième arrière-grand-père commun ressemblerait à ceci. Mais revenons aux mécanismes centraux dans l'évolution. Lorsqu'on entend variation, on pense souvent aux mutations ponctuelles de l'ADN causées par un agent extérieur comme des radiations. Mais c'est une infime partie de ce qui engendre de la variation. Lors de la réplication du matériel génétique, des machines complexes sont mises en œuvre et plusieurs types d'erreurs de copie peuvent advenir. Le remplacement d'un nucléotide par un autre, l'insertion ou l'oubli d'un nucléotide, mais ces machines peuvent dérailler à plus grande échelle, omettre ou dupliquer des segments complets d'ADN sur des centaines de bases et couvrant un ou plusieurs gènes. Enfin, la reproduction sexuée, c'est-à-dire le brassage des caractéristiques d'un individu avec les caractéristiques d'un autre, est aussi une source de variation, et cette fois-ci avec la certitude d'avoir lieu. Dans la théorie classique de l'évolution, cette étape de variation est totalement aléatoire, elle ne vise absolument rien de particulier, et peut produire des traits plus adaptés, tout comme elle peut faire l'inverse. En revanche, l'évolution dans son intégralité n'est pas du tout un processus aléatoire, car l'étape de sélection est précisément l'opposé d'une étape aléatoire. Ce n'est pas n'importe quel individu qui aura le droit d'avoir une descendance, ils seront durement jugés par l'environnement au sens large au cours de leur vie. Ainsi, selon la théorie de l'évolution, c'est la combinaison de petits pas aléatoires que sont les variations et du filtre non aléatoire qu'est la sélection naturelle, le tout répété un très grand nombre de fois, qui est responsable de l'acquisition d'adaptation. On parle ici d'un processus d'optimisation progressif des formes de vie, ce qui inclut l'adaptation des morphologies, mais aussi l'adaptation des comportements. Car comme dirait Homo fabulus, avoir une bouche, c'est très bien, mais si vous n'avez pas aussi le programme cognitif qui vous dit comment l'utiliser, son intérêt est très limité. Lorsqu'on entend évolution, on pense survie du plus apte. Mais le mot survie peut être trompeur. Prenons un exemple. Imaginons deux oiseaux, dont un avec un bec légèrement plus adapté pour se nourrir. C'est-à-dire qu'il fait la même chose, mais un tout petit peu plus vite. Pourquoi l'évolution favoriserait-elle le trait le plus adapté et ferait disparaître l'autre? Alors vous vous dites sans doute qu'il arrivera que l'individu avec le moins bon bec meurt de faim, ou s'expose davantage aux prédateurs. Mais d'une part, même sans prédateurs, l'évolution peut généraliser à la population le meilleur trait, et d'autre part, on sent bien que l'oiseau qui a un bec légèrement moins bon ne va pas mourir de faim non plus, qu'il va juste mettre un peu plus de temps à se nourrir. Alors pourquoi l'évolution aurait-elle tendance à favoriser l'optimalité? Eh bien parce que l'évolution ne juge pas la survie, l'évolution filtre les individus par rapport à leur aptitude à engendrer une descendance, ce qui inclut survivre, mais inclut également leur aptitude à trouver un partenaire, à s'occuper de leur descendance. Vis-à-vis de ce filtre, tout gain de temps pour faire la moindre tâche donne davantage de chances à une reproduction aboutissant à une descendance viable. Plus de temps pour trouver un partenaire, plus de temps pour nourrir et protéger ses enfants. On parle donc plus précisément de reproduction différentielle, certains individus ont davantage de descendants que d'autres, et certains n'en ont aucun. C'est la raison pour laquelle notre espèce avec le bec le plus adapté finira par supplanter l'autre. Et on va voir qu'un très faible avantage suffit. Imaginons que le bon bec représente un gain de temps donnant juste 1% de plus de chances de faire un enfant.
C'est-à-dire que quand 100 individus B font 100 enfants, 100 individus A en feront 101. Si on prend une population d'1 milliard d'oiseaux, dont un seul individu avec le bec le plus adapté, ayant donc juste 1% de chance supplémentaire de faire un enfant, combien de générations seront nécessaires, selon vous, pour que la caractéristique du bon bec se répande à la quasi-totalité de la population? Alors évidemment, il ne faut pas de malchance au début, lorsque les individus avec le nouveau trait sont encore peu nombreux. Mais une fois le processus démarré, un avantage évolutif pourtant aussi faible se répandra à la quasi-totalité de la population en seulement 2400 générations. Car c'est un processus exponentiel. Je vous invite à mettre cela en parallèle avec les ordres de grandeur de l'arbre du vivant qu'on a vu dans l'introduction, dans lequel les générations se comptent en milliards. On peut donc voir l'évolution comme un processus particulièrement efficace pour tendre vers une forme d'optimalité. L'application répétée de la réplication, de la variation et de la sélection est sensible, comme on vient de le voir, même aux avantages évolutifs les plus faibles. Et rien n'empêche de reproduire le déroulement de l'évolution dans des environnements virtuels, et depuis le début des années 90, on ne s'en prive pas. Toutes ces simulations ont en commun que les organismes virtuels qui se forment le font spontanément, sans que les programmeurs n'en dictent le design, simplement comme conséquence de modifications aléatoires successives, de sélection automatique selon un certain critère jouant le rôle de l'environnement, et de répétition du processus. On va regarder ensemble l'une des simulations les plus fascinantes que j'ai pu découvrir. Cette simulation d'évolution se passe dans un monde à 2 dimensions, avec un sol et une gravité simulée. Les animaux virtuels sont composés de cellules. Chaque animal dispose de son propre code génétique, et ce code génétique est partagé entre chacune de ces cellules, comme c'est le cas pour nous. Du point de vue d'une cellule, ce code génétique décrit 2 choses. Ce qu'elle doit faire pendant la phase de développement en fonction des cellules qui sont autour d'elle, comme par exemple déclencher une division, envoyer des signaux à ses voisines ou se suicider, ce qu'elle doit faire pendant la phase de vie, toujours en fonction uniquement des cellules de son voisinage. C'est une phase où la cellule se comporte comme un muscle et peut se contracter ou se dilater. La simulation d'évolution se déroule ainsi. On part d'une population de génomes aléatoires. Pour chacun, on en simule le développement en partant d'une seule cellule, puis on simule la vie de la forme virtuelle ainsi créée. Les individus sont ensuite jugés selon la distance qu'ils ont parcourue. On garde les individus les plus adaptés pour la génération suivante, ils ont gardé le droit de se reproduire, et les plus inadaptés disparaissent. On passe à l'étape de variation où leur génome subit de petites modifications totalement aléatoires. Et on recommence la boucle de l'évolution, simulation de leur développement, de leur vie, sélection, reproduction et variation aléatoire. Et voici ce qu'on obtient après seulement quelques milliers de générations. Des sortes de kangourous qui se déplacent avec des bonds et une seule patte, des bipèdes avec une efficacité assez redoutable, et d'autres modes de déplacement plus ou moins hybrides utilisant souvent une queue. N'oubliez pas que nulle part dans ce programme ne sont codées les notions de queue, de jambes, ni même de démarche. Tout a été réinventé par l'évolution simulée, par simple répétition des étapes de variation purement aléatoire et de sélection. Et si vous souhaitez voir à quoi ressemble la phase de développement, en voici 2 exemples. Chaque individu est initialement une seule cellule, qui va suivre ce que lui dicte son génome virtuel, et les cellules nouvellement créées font de même pour aboutir à la forme développée de l'animal. C'est très proche de ce qu'on a vu dans l'épisode de l'ADN au corps complet, que je vous encourage à aller consulter pour voir comment le développement animal réel est encodé dans un génome. Une fois le développement terminé, on rentre, comme on l'a vu, dans une phase motrice où le génome virtuel dicte comment chaque cellule se contracte ou se dilate. Une petite adaptation de la simulation permet de faire la même chose dans un environnement aquatique. Pour des formes et des modes de locomotion obtenus par simulation sans aucun comportement préétabli, vous noterez la similarité bluffante avec des formes de vie aquatiques réelles. Il est même possible de simuler une évolution où on impose 2 phases de développement avec le même génome. Des créatures à la fois jugées sur leur performance aquatique, à leur stade de larve, puis sur leur performance terrestre, à leur stade adulte. Lors du processus d'évolution, l'environnement joue bien sûr un rôle central. Il n'y a pas de sens à parler d'adaptation sans préciser par rapport à quoi.
L'environnement est à prendre au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à la vie, comme le climat, le relief, mais aussi la vie elle-même, c'est-à-dire les autres formes de vie utilisables comme source de nourriture, les prédateurs et les animaux de la même espèce qui peuvent entrer en concurrence ou jouer leur rôle de partenaire lorsqu'il y a reproduction sexuée. Le rôle de cet environnement, à la fois dans un sens plus large car incluant la vie elle-même, mais aussi dans un sens plus dynamique, en perpétuel changement, peut s'illustrer par une des curiosités de l'évolution, la sélection sexuelle. Imaginons un crabe mâle, et imaginons une variation avec une pince légèrement plus efficace pour un besoin quelconque. Comme on l'a vu précédemment, la reproduction différentielle va, au fil du temps, amener le trait le plus adapté à se généraliser à l'ensemble de la population mâle. Mais maintenant, plaçons-nous du point de vue d'un individu femelle. Ici, il y a une occasion à saisir. Un autre trait qui sera valorisé par l'évolution, celui d'être attiré par les mâles avec une plus grosse pince. En effet, c'est une manière comme une autre de garantir une descendance, et les femelles avec un tel comportement d'attraction seront favorisées devant les autres, bénéficiant indirectement de l'avantage du partenaire qu'elles choisissent. Ceci aboutissant également à la généralisation de ce comportement d'attraction à l'ensemble de notre population de crabes femelles. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car maintenant ce sont les mâles qui ont une opportunité à saisir, celle de développer une pince encore plus grosse, non plus pour sa fonction première, mais pour attirer davantage de femelles, et donc augmenter ses chances de descendance. Dans une population où les femelles sont attirées par des grosses pinces, développer des pinces encore plus grosses est une caractéristique qui sera potentiellement sélectionnée par l'évolution, et ce, même si cette pince perd de sa fonctionnalité première, même si elle devient carrément un handicap. C'est l'un des premiers exemples de sélection naturelle où on se rend compte du sens à la fois général de l'environnement, dans lequel ici les individus de l'autre sexe jouent un rôle clé, et à la fois du sens dynamique de cet environnement qui est modifié ici plusieurs fois par l'évolution elle-même qui façonne le comportement ou l'apparence de chacun de nos crabes. On retrouve des aspects similaires dans différentes coévolutions, par exemple dans les courses à l'armement où les défenses évoluent en réponse aux armes et les armes en réponse à l'évolution des défenses. Ou à l'inverse, dans les formes de coopération, avec par exemple ici une fleur et son insecte pollinisateur. L'intérêt évolutif pour l'insecte est l'exclusivité sur ce nectar, l'intérêt pour la fleur est un insecte spécialisé qui transporte son pollen et pas un autre vers une autre fleur de la même espèce. La sélection sexuelle peut partir d'un trait utile puis dégénéré, mais ce mécanisme peut aussi donner l'inverse. Un des deux sexes peut développer des attributs ne servant initialement qu'à la reproduction, comme un étalement de plumes colorées pour être facilement repéré par ses partenaires. Le trait peut se renforcer et donner l'apparition d'un membre complet ne servant initialement qu'à la reproduction, mais qui finit ensuite par trouver une autre utilité. C'est l'une des théories possibles expliquant l'apparition de l'aile au cours de l'évolution, qu'elle soit une version devenue utile d'un membre ne jouant initialement qu'un rôle de séduction. Un des grands concepts d'une vue plus moderne de la théorie de l'évolution est ce qu'on nomme le gène égoïste. Plutôt que de réfléchir en termes d'individus, on peut réfléchir en termes de gènes, c'est-à-dire de la plus petite unité codant pour un trait, soit physique, soit comportemental. Si un gène favorise sa réplication dans la population, il sera sélectionné par l'évolution. Et la nouveauté, c'est qu'en réfléchissant depuis le point de vue d'un unique gène, on va voir que ceci peut se faire indirectement. Un bon exemple de ceci est la sélection de parentèle. Imaginons un environnement où nos formes de vie vivent en petits groupes isolés, avec donc des liens de parenté très proches. Dans un tel contexte, la probabilité pour que les individus de l'environnement partagent des gènes communs est élevée. Si un gène favorise les comportements allant dans le sens d'aider les autres individus, alors ce gène va favoriser sa propre persistance dans les générations futures. Il ne le fait plus directement en favorisant la reproduction de son hôte, mais indirectement en favorisant la reproduction d'autres individus ayant de fortes chances d'emporter déjà une copie. Cette vue du gène égoïste peut expliquer des phénomènes encore plus extrêmes. Un gène égoïste peut modifier l'apparence de son porteur pour qu'il soit reconnaissable. Ceci explique en partie les comportements d'aide vis-à-vis des individus présentant des traits communs et les comportements d'hostilité vis-à-vis de ceux qui ne les présentent pas. Dans le cas de la fourmi de feu Solenopsis invicta, le gène GP9 cause à la fois une odeur et un comportement des ouvrières porteuses de ce gène qui vont littéralement démembrer les reines ne présentant pas la bonne caractéristique. Une manière étonnante et indirecte de ce gène, lorsqu'il est porté par une ouvrière qui pourtant ne se reproduira jamais, d'assurer sa persistance dans la population.
Que ce soit en considérant l'environnement dans son sens large ou en abordant l'évolution du point de vue d'un seul gène, on peut constater qu'il est très difficile de prévoir ce vers quoi l'évolution va converger. Dans sa globalité, le processus n'est pas du tout aléatoire, mais il peut engendrer des adaptations morphologiques et comportementales très riches, interdépendantes, car déterminant toute une partie du contexte de l'évolution future. Et ça peut même aller jusqu'à expliquer les comportements moraux. Pour creuser ce sujet, je vous invite à aller voir l'excellente série sur la morale sur la chaîne Homo Fabulus. Pour finir, une petite partie d'entre vous sera sans doute intéressée par les preuves en faveur de l'évolution. Lorsqu'on parle de preuves, on pense souvent aux fossiles, mais c'est une infime partie du type de preuves dont on dispose pour appuyer la théorie de l'évolution. On peut citer, entre autres, l'anatomie comparative, c'est-à-dire l'étude des similitudes morphologiques entre une espèce et une autre. L'embryologie comparative, c'est la même idée, mais en s'intéressant aux similitudes dans les étapes de développement. Bien sûr, les fossiles et la reconstitution de leur chronologie, la comparaison des codes génétiques des différentes espèces, les évolutions et adaptations directement observées, et la répartition géographique des espèces qui doit être cohérente avec les liens de parenté. Je vous invite à voir tout ceci en détail avec l'excellente série sur l'évolution de la chaîne Stated Clearly. On dispose donc de nos jours de milliers d'observations indépendantes dans une très grande variété de domaines, racontant une histoire cohérente et en accord avec ce processus puissant et inévitable qu'est l'évolution. Comme le sujet de cet épisode est susceptible de faire réagir négativement un certain public, je vous invite à utiliser plus que d'habitude le pouce et les commentaires. Vous trouverez en description de nombreuses ressources utilisées pour faire cet épisode, comme l'arbre des espèces et le site qui permet de le parcourir, ainsi que les publications détaillant les simulations d'organismes virtuels. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire, et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.